Alors bonjour, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour venir vous parler d'un sujet qui me passionne toujours autant et que j'ai rarement l'occasion d'en parler de façon assez étrange. Donc, je suis bien contente d'avoir été invitée à aborder la maternité des femmes judiciarisées. Donc, oups, juste un instant que je trouve mon... D'accord. Je vais commencer par une question toute simple, en fait, une question universelle, une question que les hommes et les femmes se sont déjà posées et que tout le monde en a un peu une idée de la réponse. En fait, qu'est-ce qu'une bonne mère? En fait, bon, tout dépendant de vos référents. Moi, j'ai mis un des miens ici, donc qui est la maman de Caillou, pour ceux qui ne savent pas qui elle est. C'est ça. Ça nous donne une bonne idée, mais ce qu'on sait globalement, c'est que la bonne mère, elle est perçue comme étant une personne attentionnée, dévouée aux besoins de ses enfants, très altruiste, patiente. C'est une personne qui va faire passer tous ses intérêts, ses aspirations derrière ceux de ses enfants, en fait. C'est considéré comme une expérience très valorisante. Être mère, c'est valorisant, c'est très positif comme expérience. D'ailleurs, la mère de Caillou n'a pas de prénom. Je dis ça comme ça. Donc, c'est très significatif de ce que c'est une bonne mère. La maman de Caillou, pour ceux qui ne savent pas, ne se fâche jamais non plus, même quand Caillou décide de maquiller sa sœur Mousseline le matin avant de partir. Donc, il y a vraiment un modèle tout là. Et en fait, pourquoi je parle de la maman de Caillou? En fait, c'est pour vous introduire l'idée du discours normatif qu'on connaît en lien avec le modèle de la bonne mère, en fait. L'expérience de la maternité, elle est socialement construite, une partie qui est socialement construite, qui ne dépend pas de la capacité d'une personne à prendre soin de ses enfants. Et le fait qu'on a ce discours-là qui est socialement construit, ça nous dresse des lignes qui sont directrices, des stéréotypes auxquels toutes les mères veulent atteindre pour être considérées comme une bonne mère. Donc, je me suis demandé après ça, comment que les femmes qui sont déjà marginalisées, que ce soit en raison de leur consommation ou du fait qu'elles ont été incarcérées ou en fonction des deux, comment ces femmes-là, considérant l'expérience de la bonne mère, comment qu'elles vivent leur maternité? Et c'est globalement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai rencontré 38 femmes qui étaient détenues. En fait, il y en avait 25 qui étaient en prison. Mais c'est 38 femmes qui étaient judiciarisées aussi, qui avaient des problèmes de consommation. Les autres, je les ai rencontrées, donc les 13 autres que je n'ai pas rencontrées en prison, je les ai rencontrées dans les centres de traitement en toxicomanie, en centre de réadaptation plutôt, en toxicomanie, alors qu'elles participaient à des programmes en lien avec leur parcours, là, ça s'appelait Toxico-Justice, entre autres. Elles avaient en moyenne 38 ans et avaient 2,45 enfants en moyenne. On va dire 3, là, parce que 0,45, c'est un peu inquiétant. Mais, donc, en général, elles avaient 3 enfants. C'est des femmes qui avaient eu leur premier enfant en moyenne en fait, c'est en moyenne à 21 ans, mais il y en avait qui en avaient eu à 13 ans jusqu'à 32 ans. Puis c'est un petit peu plus haut, en fait, surtout pour la moyenne. C'est plus haut que la moyenne québécoise en 2017, où les femmes avaient en moyenne leur premier enfant à 31 ans. Donc, c'est plus tard. C'est des femmes qui avaient consommaient un éventail de substances, mais les substances de choix, je vous dirais, c'est beaucoup la cocaïne, les amphétamines et l'alcool. Mais j'avais aussi des personnes qui m'ont dit qu'ils consommaient plus des médicaments opioïdes, là, comme l'Oxycontin, beaucoup. C'était des femmes que j'ai rencontrées qui étaient pour majoritairement des délits lucratifs, comme des vols simples, trafic, des fraudes, mais j'avais aussi des femmes dans une plus faible proportion là, qui avaient commis des délits de violence, comme des voies de fait, et j'ai rencontré des prévenus pour meurtre. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des analyses thématiques et phénoménologiques sur mes entrevues. Je vais passer vite là-dessus, habituellement, c'est pas là où... les gens aiment qu'on se répande. Donc, mon enjeu aujourd'hui, c'était de vous parler en peu de temps, de vous dire plein de choses que je voulais sur la maternité. Donc, n'hésitez pas à la fin si vous avez des questions. Je vais passer vite, je le sais, mais ça va me faire plaisir de répondre à tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous voulez plus de précision. Bon.
on va les prendre un à un, j'aurais pu les nommer. Hein. Donc, la conception idéalisée de la maternité, le modèle de la bonne mère déviante, et il y a eu trois événements fragilisants, trois événements qui se sont produits et qui se produisent et qui viennent fragiliser l'identité de mère. Premièrement, ce qui émerge beaucoup de mes données, en fait, c'était que les femmes que j'ai rencontrées ont une conception idéalisée de la maternité. C'est-à-dire que pour elles, être une mère, elles se sont décrites comme des mères aimantes, disponibles, qui ont besoin de veiller à l'éducation et à l'encadrement de leurs enfants. Pour elles aussi, c'était une expérience heureuse et valorisante. Tout le monde s'entendait là-dessus. Ce qui est important aussi pour les femmes que j'ai rencontrées, c'était d'avoir une structure familiale nucléaire, en fait. Donc, un père, une mère et les enfants. Je vous l'ai mis les icônes en bas. Puis lorsque ce n'était pas possible pour, dans la majorité des cas, là, pour les femmes que j'ai rencontrées, il y en a beaucoup qui m'ont parlé qu'elles voulaient avoir plusieurs enfants avec le même conjoint. Donc, c'est comme si la deuxième grossesse avec le même conjoint était significative parce que c'était le plus proche possible d'une structure idéalisée, le modèle à quoi qu'elle aspirait, dans le fond, à construire pour elle et leurs enfants. Dans les faits, c'est à peu près le tiers des femmes que j'ai rencontrées qui avaient plusieurs enfants avec le même conjoint. Voilà. Deuxième chose qui a émergé, c'est la conception de l'enfant sauveur. En fait, c'est qu'un nouvel enfant représente une occasion de changement. Puis c'est particulièrement intéressant dans le fait que c'est l'arrivée d'un nouvel enfant. Donc, même si elles en ont déjà 1, 2, 3, c'est un nouvel enfant qui, là, est porteur de changement, finalement. Puis c'est dans cette nouvelle grossesse-là, nouvel enfant, que les mères arrivent à se reconstruire et à rescaper leur identité de mère. Je vous ai mis ici les propos de Joanne. Je ne sais pas si vous le voyez très, très bien. J'ai peut-être mal choisi mes couleurs, mais je vais vous le lire de toute façon. J'ai rencontré Joanne alors qu'elle était accusée de meurtre au premier degré, donc elle faisait face à une sentence de vie. Donc, si je pouvais, j'en aurais un autre, par un enfant. Il me semble que cela m'apporterait une certaine paix. Me prouver à moi-même que je suis capable de ne pas consommer durant une grossesse, de prendre soin d'un enfant. Puis j'ai besoin d'amour, j'ai un besoin de récupérer, j'ai un besoin désespéré. J'aimerais ça en avoir un enfant. Dans le fond, c'est comme si j'en avais pas eu. J'en avais quasiment pas eu. Puis vous remarquez qu'elle en a déjà eu 3, mais malheureusement, elle n'avait plus la garde. Ça, c'est pour la conception idéalisée. Deuxième chose qu'on remarque dans mes entrevues, c'est l'idée que ce que j'ai appelé la bonne mère déviante. En fait, c'est que dans leur discours, on remarque qu'elles ont cette conception idéalisée-là, mais qu'on retrouve aussi des éléments, je les appelle des ajustements déviants. Parce que vous savez, c'est des femmes que j'ai rencontrées alors qu'elles étaient détenues, qu'elles avaient un problème de consommation. Donc, elles se distinguent des autres femmes, des femmes en général, parce qu'elles ont un style de vie délinquant, déviant. Donc, elles sont un peu différentes. Donc, vous voyez ici, ce que j'ai nommé les ajustements déviants, souvent ont rapport à 3 choses. Premièrement, qu'elles vont parler de leurs enfants, mais elles vont me dire, bien, ils n'ont jamais rien manqué. Donc, ils n'ont jamais manqué de nourriture, j'ai jamais manqué un vaccin. J'ai jamais manqué un vaccin, il y a tout ce qu'il faut, je réponds à tous ces besoins de base. L'autre chose aussi que je retrouvais beaucoup dans leur discours, c'est bien, il n'y a jamais eu de sévices, ce pas des enfants qui ont été abusés, ils n'ont pas été négligés, il n'y a absolument pas de problème avec mes enfants. Et l'autre chose, c'est, je réponds même à ces besoins, mais mes enfants en ont même plus. Ils ont des vêtements griffés, ils ont de la nourriture de qualité, j'ai des beaux meubles. Donc, tout ça faisait partie des ajouts que les gens faisaient, bien, les femmes faisaient lorsqu'elles me parlaient de leur maternité. Vous avez les propos de Jeannette ici, qui m'a expliqué, dans le fond, je ne comprenais pas pourquoi la DPJ prenait mes enfants, parce qu'ils n'ont jamais manqué de nourriture. Je ne sais pas combien de fois que la travailleuse sociale est venue chez moi. À un moment donné, je me pognais, sortez de mon appartement. Là, je suis écœurée de vous voir. Il n'y a pas question que tu touches à mes enfants, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, voilà pour ça. Cette conception-là, cette idée d'ajustement déviant, c'est aussi présent lorsqu'on regardait la façon dont elle parlait de la possibilité d'être une mère qui consomme, puis la possibilité d'être une mère qui a recours à la criminalité.
qui recourent à des délits. Ça, j'ai décidé de ne pas en parler plus aujourd'hui, question de temps, mais si jamais vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas. Parce que je voulais parler aussi des 3 événements qui se passent et qui ont été, dans mon corpus, étaient flagrants, en fait, comme des moments de déséquilibre assez importants. Et dans ces 3 événements-là, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les femmes, elles aspirent à être une bonne mère et à chaque fois que ces événements-là se produisent dans leur trajectoire, elles se remettent en question. J'ai l'habitude de ne pas suivre mes notes. Je fais la même chose. Donc, à chaque fois que, comme je l'ai dit, donc, elles doivent se positionner par rapport justement à l'identité socialement valorisée de la maternité. Donc, elles doivent se positionner, puis elles doivent se remettre en question à chaque fois. Le premier événement, c'est une grossesse. Donc, à chaque fois qu'elles tombent enceintes, elles doivent se demander, est-ce que j'arrête de consommer, est-ce que je réduis ou est-ce que je maintiens ma consommation? Je vous dirais que le gros de mon échantillon a soit arrêté durant le moment de la grossesse ou ont réduit leur consommation. Puis souvent, globalement, c'est parce qu'elles ne voulaient pas nuire au développement de leur bébé. Mais il y avait aussi d'autres raisons. Là, vous allez voir avec Noémie, c'était plus le médecin qui lui a demandé d'arrêter. Ce que je voulais vous dire aussi... Pardon. Souvent aussi, bon, je vais lire l'extrait puis je vous le dirai après. Noémie m'a expliqué que j'ai appris que j'étais enceinte. Fait que là, j'ai appris à mon docteur que je prenais de la cocaïne puis du speed. Il m'a fait passer une échographie tout de suite. Pour la cocaïne, il m'a dit d'arrêter, mais pour le speed, je ne pouvais pas arrêter parce que ma petite, à 12 semaines seulement, elle était rendue développée à 80 %. Fait que si j'avais arrêté le speed, j'aurais coupé sa croissance. Donc, Noémie a arrêté de consommer de la cocaïne, mais a continué le speed tout au long de sa grossesse. Mais elle considérait, puis c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, elle considérait donc que le speed était moins néfaste pour sa grossesse. Donc, elles vont faire ça, ce changement-là, vers une substance qu'elles vont considérer moins nocive pour leur bébé. Si la majorité ont arrêté pendant un moment, néanmoins, il y en a quelques-unes aussi qui ont maintenu leur consommation durant leur grossesse. Et encore une fois, elles évoquent plusieurs raisons à ça. Je vais vous lire le verbatim de André. Donc, j'ai consommé pareil et ça n'a rien changé. J'ai eu mes bébés, ils étaient tous corrects quand même, merci mon Dieu. Je le savais tout de suite que j'étais enceinte, oui. Je le savais tout de suite et je consommais pareil. J'étais tellement embarquée dans ma consommation, ça continuait. Je vous parlais des raisons que les femmes ont évoquées pour justifier le fait qu'elles continuent ou qu'elles arrêtent. Donc, dans le cas du maintien de la consommation, le plus significatif comme facteur de maintien, c'est l'influence du conjoint. Puis souvent, c'est l'usage de substances psychoactives, ici, là, que vous avez, ce n'est pas un spa. Donc, l'usage de substances psychoactives faisait déjà partie de la dynamique de couple. Donc, ça s'est juste continué là, une fois la grossesse débutée. Ensuite, deuxième événement que je voulais vous parler, c'est la perte de la garde des enfants. Donc, encore une fois, c'est un événement qui a émergé comme quelque chose de très significatif dans le discours des femmes que j'ai rencontrées. Souvent, elles vont perdre la garde pour différentes raisons, mais globalement, là, ce qu'on remarque, c'est soit dû premièrement, à une augmentation de la consommation ou à une rechute. C'est lié aussi beaucoup aux instabilités de la mère. Il y a beaucoup d'instabilité beaucoup de déménagements, beaucoup de changements. Il y a beaucoup d'absence aussi de la mère lorsqu'elle est dans une dynamique de consommation. Des fois, elle n'est pas là. Donc, il y a beaucoup d'absence qui était comme facteur qui pouvait expliquer là, la perte de la garde. Bien sûr, ce n'est pas juste ça, mais c'est un ensemble. L'influence d'un conjoint violent, consommateur et parfois criminalisé, ça aussi, c'est important pour les femmes que j'ai rencontrées. La perte de la garde des enfants, souvent, c'était très mal vécu, comme je le disais tout à l'heure, puis on peut penser que ça opère comme une preuve que socialement, elles ont échoué, elles n'ont pas été des bonnes mères. Donc, c'est pour ça probablement que ça les affectait autant. Donc, on dénote beaucoup de culpabilité, puis ce sentiment d'échec-là est très grand aussi lorsqu'on regarde plus précisément les entrevues des femmes. Et dans la majorité des cas, ça a contribué à les enfoncer dans un quotidien marqué par la consommation d'une part, mais c'est là aussi où il y a comme une progression là, dans la criminalité en termes de délits
pour supporter la consommation. Donc, des vols, fraudes, prostitution. Donc, dans la majorité des cas, on allait vers ça. Je vous ai mis 2 extraits. Je n'arrivais pas à décider lequel que je voulais, donc je vous ai les présenté les 2. Donc, vous avez Annabelle en premier qui, puis moi, je leur ai dit à la DPJ, j'ai dit, c'est à cause de vous autres que je suis rendue en prison. J'ai dit, si vous ne m'aviez pas retiré mes enfants, peut-être que la vie irait peut-être, je ne serais pas en prison. Je ne serais pas dans la merde comme je suis là. Ensuite, Simone, quand ma voisine m'a fait goûter au crack, j'ai adoré le crack. Je suis tombée en amour avec ça bien raide. Et c'est là que j'ai commencé à faire des bêtises. C'est là que j'ai perdu ma fille. Pas par la DPJ, mais on a décidé, sa famille en fait, a décidé que ma fille, à l'âge de 9 ans, elle s'en allait rester chez ma sœur. J'ai trouvé ça très difficile. Mais là, quand elle est partie, ça a été la débandade. Je vais faire justement cette période-là où elle était sur la go. Dernier événement important, c'est l'incarcération. Donc, c'est assez clair dans ce matériel-là et même dans d'autres entrevues que j'ai déjà faites que l'incarcération a une importance particulière pour les femmes qui sont incarcérées. La séparation avec les enfants est vraiment une source de souffrance et ça, même si elles n'ont pas des contacts réguliers avec leurs enfants avant l'incarcération. Puis pour elles, souvent, c'est que la détention coïncidait avec un placement, un changement de garde ou la perte définitive, donc l'adoption de ces enfants. Puis souvent, elles blâmaient l'incarcération pour ça, justement, pour le changement de garde, pour la perte des contacts. Donc, on mettait juste l'emphase sur l'incarcération, alors qu'on évite, dans le fond, on ne prend pas en considération plus ou moins les événements que je vous ai parlé tout à l'heure. L'instabilité, la violence du conjoint, la présence de violence conjugale et la consommation. Voilà, ça va le temps. Je vous fais ça, j'aurais pu en mettre plus finalement. Ah, il me reste 2 minutes, OK. Ça fait bien, j'arrive à la conclusion. Mais en fait, ce que je voulais vous laisser avec l'idée, c'est que premièrement, les femmes que j'ai rencontrées, donc les femmes judiciarisées, on peut penser que c'est pas généralisable, mais en tout cas, on peut penser que plusieurs des femmes judiciarisées sont sensibles en fait aux attentes sociales entourant la maternité. Donc, elles idéalisent, comme bien des gens, bien des femmes, la maternité, puis souvent, on y donne même des vertus salvatrices, c'est-à-dire que ça va me permettre de rescaper mon identité. Mais, comme je vous l'ai expliqué, il y a toujours la présence d'ajustements qui sont déviants, qui viennent spécifier, en fait, qui viennent ancrer le modèle de la bonne mère dans leur réalité. Puis probablement que ça leur permet d'avoir une identité maternelle positive, comme toutes les femmes. On a vu aussi que c'est un processus constant de négociation, c'est-à-dire qu'elles se remettent en question régulièrement, donc à toutes les grossesses, perte de garde, incarcération, donc elles se remettent toujours en question par rapport à leur identité maternelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'incarcération n'est vraiment pas très bien vécue, en fait. Pour elles, c'est vraiment comme un moment de crise, un facteur aggravant dans la relation avec leurs enfants. Mais comme je l'ai dit souvent, puis je ne voulais peut-être pas tant montrer ici parce que j'avais peur de manquer de temps, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que souvent, c'est qu'elles ne considèrent pas vraiment, on a discuté à considérer le contexte de vie précarcérale dans lequel elles évoluaient avec leurs enfants, qui souvent était parfois problématique ou adverse. La maternité, pour les femmes que j'ai rencontrées, a un ancrage affectif important. Donc, il n'y a pas une mère qui était complètement insensible ou qui ne désirait pas le bien-être de ses enfants. Comme je l'ai mentionné, c'est des femmes qui aspirent à être des bonnes mères, qui aspirent au bien-être de leurs enfants. Donc, comme je l'ai dit, elles aussi veulent une identité maternelle positive. Puis ça, c'est en fait, j'ai l'impression qu'elle se place dans des dynamiques de risque, c'est-à-dire c'est pas juste des facteurs de risque, mais c'est beaucoup le contexte précarcéral dans lequel elles se retrouvent, que j'ai rapidement mentionné, que j'ai rapidement expliqué. Puis souvent, elles ne s'en rendent pas nécessairement compte jusqu'à temps qu'elles soient incarcérées, jusqu'à temps qu'elles se retrouvent confrontées à ce moment-là.
J'aimerais parler des interventions en amont, en fait, parce que oui, les interventions arrivent souvent une fois qu'elles sont incarcérées, mais alors qu'on pourrait se servir des événements qu'elles vivent pour justement essayer à différents niveaux, mais de mieux les accompagner dans la construction de leur identité de mère. Parce que, excusez-moi, parce que je l'ai perdu. Ah là là! Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que souvent, on va miser sur l'acquisition de compétences parentales, mais alors qu'en fait, on voit que l'identité maternelle pourrait être aussi un levier motivationnel, pourrait être aussi une cible d'intervention. Et, la réinsertion sociale de ces mères-là, je pourrais vous en parler peut-être un peu plus tard, là, comme on est en train de débuter un projet, là, justement, avec Elisabeth Frère, sur ces questions-là. Donc, je pourrais vous en parler à un prochain événement, sûrement. Voilà. Merci. Des questions? Premièrement, merci. Puis, je voulais vérifier avec vous si, est-ce que vous aviez déjà fait la même étude, mais avec des femmes judiciarisées sans problématique de consommation, pour voir si au niveau de la perception qu'elles avaient, elles étaient similaires ou non. Parce qu'on s'entend que peut-être qu'avec l'étiquette de consommatrice, ça vient accentuer un peu la... Non, mais la seule que je fais actuellement plus avec l'après-détention, on s'intéresse. La consommation n'est pas nécessairement mise de l'avant. Là, OK, donc un bassin plus oui, exactement. OK. Ouais. Merci. Merci, Amélie, pour la présentation très intéressante. Une des questions que je me pose est toutes les conséquences pour la réinsertion sociale des femmes, surtout parce que, comme tu as dit, la détention, souvent, ça coïncide avec la perte définitive des enfants. Donc, c'est un défi, j'imagine. Donc, peut-être tu peux élaborer un peu là-dessus. Bien, oui, c'est un défi, puis c'est pour ça, dans le fond, que je voulais aller voir plus en détail, là, parce que les femmes vivent beaucoup de pression à reprendre leur rôle de mère auprès de leurs enfants une fois qu'elles sont perdues, une fois qu'elles retournent en communauté. Donc, c'est déjà un moment particulier, puis je pense que, en fait, les études montrent qu'elles ne sont pas nécessairement prêtes à ça, puis elles sentent justement cette pression-là. Mais c'est ça qui est intéressant, puis j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais les femmes, quand elles sont incarcérées, la perspective de reprendre la garde de leurs enfants est vraiment quelque chose de très motivant lorsqu'elles sont incarcérées. Puis même, ça, c'est cette perspective-là demeure, même si elles ont perdu la garde, les enfants ont été adoptés jusqu'à 18 ans, ils n'ont pas de contact, mais n'empêche, elles veulent quand même essayer de rebâtir, retourner à avoir la garde. Donc, ça les tient... c'est comme une stratégie d'adaptation à la prison. Dans le fond, ça les tient, ça les permet d'avoir un but, un objectif à long terme. Puis c'est ça, dans le fond, mon deuxième projet suit un peu ce cheminement-là, ce questionnement-là plutôt. OK, mais quoi? Comment qu'on fait ça? Là? Comment qu'on va organiser tout ça? Parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas juste dire, je retourne chez moi, j'ouvre la porte et je recommence dans les lunchs et je prends soin de mes enfants. C'est pas... Je ne sais pas si ça répond. Peut-être je parle assez fort, je ne sais pas. Simplement que c'est enregistré. Merci. Ça me fait penser il y avait dans les années 90, à la fin des années 90, une auteure qui a fait une ethnographie en prison aux États-Unis. Barbara Owen, si jamais tu allez voir c'est qu'elle parle justement de ce sentiment-là pendant l'incarcération qui maintient les femmes souvent avec un objectif justement, mettons, retrouver les enfants ou du moins même simplement penser aux enfants, puis qui devient comme un objectif qui maintienne l'espoir. Mais elle soulève une contradiction intéressante, puis moi, j'aurais voulu, en tout cas, je trouve ça, j'aurais voulu aller plus loin là-dedans, mais ça ne faisait pas partie de mes objectifs. Mais elle soulève la contradiction que, par contre, pour beaucoup de femmes qui sortent, ce sentiment-là ou ce
je sais pas comment, élément motivationnel, ou en tout cas, je sais pas comment on peut le nommer, de vouloir avoir la garde, puis tout ça, s'estompe, en fait. Puis elle soulève certaines hypothèses, de dire, par exemple, ben, finalement, le découragement ou arriver à l'extérieur, le sentiment que ça va être impossible ou quoi que ce soit. Puis elles se désintéressent finalement peut-être de leurs enfants. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu as peut-être vu ou du moins... Non, parce que pas dans le cadre de cette recherche-là, je ne l'ai pas vu, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait probablement émerger de la prochaine. Mais dans ça, non, absolument pas. Je les ai vus alors qu'elles étaient incarcérées, puis la majorité, donc c'était pas... non, c'était pas après. Puis même celles que j'ai vues via les centres de traitement en toxico, c'était pas... on n'était pas encore dans ces enjeux-là. Là. On était encore, je veux les reprendre, puis... Merci. Une autre question? Je voulais peut-être ajouter que, même si je n'ai pas fait d'études ou ciblées là-dessus, moi, j'ai remarqué personnellement au niveau de mon champ d'intervention que beaucoup de femmes, surtout quand elles sont confrontées à la réalité à la sortie de la détention, au fait que les enfants vont être placés, surtout au moment où elles sont placées pour la majorité, là, il y a un effet de choc là, et tout ça. Et je ne dis pas que c'est tout le monde, mais plusieurs pourraient donc, je dirais, se retourner vers l'idée de procréer à nouveau pour se réinvestir dans un concept d'espoir, de dire, bien là, je pourrais donc recommencer, redevenir la peut-être bonne mère possible, etc. Donc, je constate, parce que je suis dans un programme qui a beaucoup de mères et avec beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc, c'est souvent ce qui arrive avec ces femmes-là, parce que le sentiment de réussite est surtout autour de le fait qu'il y a la naissance d'un enfant, puis les premiers mois de vie. Mais par la suite, c'est là où ils sont confrontés à leur sentiment d'incompétence parce qu'ils n'ont peut-être pas toutes les connaissances pour pouvoir continuer de garder les enfants sur un plus long terme. Bien, cette idée-là, là, comme de l'enfant sauveur, c'est quelque chose qu'on voit, là, puis avec d'autres types de femmes, comme notamment j'ai un autre projet avec des mères qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Donc, cette idée-là de se réparer en ayant un nouvel enfant, c'est quelque chose de très, très transversal dans le vécu des mères. Encore une question? Non?